Bienvenue dans Carnet de noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Bansard. Elodie, tu ne la connais peut-être pas sous ce nom-là, mais tu connais probablement les D-Day Girls, comme elles aiment s'appeler, puisque maintenant elles forment une équipe de 23 agences partout en France et en Europe, puisque Elodie est à la tête du plus gros réseau de franchises de wedding planners en France. Donc comme tu peux l'imaginer, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, de ses débuts en 2008-2009 et de ses premiers stages jusqu'à aujourd'hui en 2021. Et son réseau, comme je l'ai dit, de 22 agences, ça fait 23 avec elle. Et le réseau ne fait que grossir au fil du temps. Donc discussion très intéressante comme tu peux l'imaginer. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Elodie, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast après quelques petits bugs techniques. On y est arrivé, tu es là. Tu vas avoir plein de choses à nous dire. Avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes pour tous nos invités qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, je suis Elodie Bansard, une femme de 31 ans qui a créé son agence de wedding planner depuis maintenant presque 8 ans. Je suis passionnée par mon métier, passionnée par mes mariés, et puis j'ai créé en effet de ma marque qui existe depuis 8 ans, un réseau de franchise depuis 4 ans. Donc du coup, j'ai une belle équipe qui m'entoure aujourd'hui, que j'anime, que je forme et que je suis avec plaisir, et c'est vraiment une équipe de girl power à fond, le bras levé. J'ai vu en plus que toi, alors c'est vrai que contrairement à la plupart des invités qu'on a eu sur le podcast, tu as décidé d'être wedding planner depuis l'enfance, à ce que j'ai lu, enfin si j'ai bien lu. Ouais. Alors que c'est souvent des vocations qui se dessinent un petit peu plus tard, surtout que c'est un métier qui en France n'est pas très connu maintenant, oui, mais à l'époque où tu étais jeune, j'imagine que c'était pas très développé. Non, pas Est-ce du que tout. tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, c'est vrai que ce métier, il n'existait pas du tout en France. Donc j'ai 31 ans, donc quand j'étais petite, clairement, à part les films de Jennifer Lopez, à la télé, il n'y avait pas d'autres références de wedding planner. Mais en fait, ouais, c'est à 14 ans, lors d'un voyage, quand j'étais au collège, j'étais en voyage en Angleterre, où j'ai été dans une famille d'accueil où la personne était wedding planner, et j'étais très impressionnée de ce métier, et je me suis dit mais c'est incroyable en fait que d'organiser des mariages peut être un vrai métier, c'est pas que dans les films. Et autant que depuis que j'étais petite, j'ai vraiment été attirée par ça, mais j'avais pas conscience que c'était un vrai métier, parce que c'est vrai que je viens d'une famille, je viens de la ruralité, donc du coup les vrais métiers, c'est plutôt les métiers derrière les bureaux. Et donc voilà, de ce voyage et de cette personne qui était wedding planner, je suis rentrée en France du haut de mes 14 ans avec comme seule envie de métier d'être wedding planner, et tout le monde m'a pris pour une dingue et une folle pendant très longtemps d'ailleurs, jusqu'à à peu près mes 20 ans en fait, on m'a pris pour une folle. Parce que moi, vraiment, j'avais que ça en tête. Et en effet, le métier de wedding planner est arrivé quelques années après en France, enfin vraiment arrivé au moins avec une dizaine de wedding planners. On va dire que c'est à partir de 2006-2007 que ça a commencé à se dessiner. Et donc voilà, moi j'ai suivi mon chemin. Après, évidemment, j'avais prévu mon petit backup. C'est pour ça que je suis passée par les bancs de la fac de droit. Parce que même si j'avais conscience que c'était le métier parfait pour moi, je n'avais pas conscience que le métier allait se développer tant en France et que j'allais pouvoir en vivre un jour. Donc du coup, j'avais prévu un backup pour le côté pratico-financier de la vie, et j'avais prévu d'être wedding planner, on va dire, les soirs et week-ends. Et puis en fait, finalement, ça s'est développé, le métier s'est développé en France, j'ai fait développer ma marque plus rapidement que ce que je pensais, et aujourd'hui, finalement, je vis un rêve que j'avais même pas songé rêver. Moi, je voulais déjà juste faire des mariages, et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment cool de faire de sa passion son métier, c'est ce qui m'est arrivé. Et comment tu t'es lancée ? Comment je me suis lancée ? Après, je suis très pragmatique, moi, comme fille. Pendant toutes mes études de droit, j'ai fait des stages chez les premières wedding planners qu'il y avait en France. Donc, j'ai fait mon premier stage à Angers, parce que moi, je suis originaire des Pays de Loire. Moi aussi, je suis né à Angers. Tu vois. Ah, c'est vrai ? Ouais. Moi, je suis née au Mans et j'ai fait mes études à Angers, donc tu vois, tout proche. D'accord.
Et donc, il y avait une wedding planner qui s'appelait Les Mariages de Cécile. Ça a été un petit peu la pionnière dans cette région. Et je l'ai tannée. J'allais à chaque salon du mariage. Je l'ai un peu harcelée gentiment pour qu'elle me prenne en stage. Parce que moi, je voulais absolument découvrir le métier sur le terrain. Pour moi, c'est un métier de terrain. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis très souvent, c'est un métier de terrain. Et en parallèle de ces études de droit, j'avais convaincu la fac de droit de signer des conventions de stage wedding planner parce que clairement, ils sont assez... ils savent très bien que quand on fait du droit, il y en a quand même à peu près 80% qui vont pas être vraiment dans le droit plus tard, donc ils sont très ouverts. Et donc après avoir un peu harcelé cette wedding planner qui s'appelle Cécile, elle a fini par me prendre en stage et j'ai fini par faire mes premiers mariages du coup en 2008-2009 avec elle en tant que stagiaire. Et ça a été pour moi la confirmation de cette passion, malgré la fatigue et les courbatures du lendemain de mariage que beaucoup de gens sous-estiment. Mais clairement, c'est un métier difficile. Mais donc voilà, ça a été vraiment l'affirmation de ce que je voulais faire. Après, j'ai continué mes études de droit à Bordeaux, où j'ai rencontré une autre wedding planner qui m'a pris sous son aile aussi en stage. Et on peut dire en fait que c'est grâce à ces deux wedding planners, donc Cécile à Angers et Magali pour le coup à Bordeaux, que j'embrasse, qui elles m'ont donné finalement tous les outils pour comprendre le métier, pour comprendre sa difficulté, pour gérer les mariés, gérer les prestataires. Donc on peut dire que pendant ces 3 saisons où j'étais stagiaire de wedding planner, j'ai appris le métier. Mais puisque j'étais très pragmatique à l'époque, j'ai voulu finir mes études, trouver un CDI, me rassurer financièrement. Et en fait, dès que j'ai eu mon premier CDI, dans les 6 premiers mois, je me revois sur Wix.com à créer mon premier site internet et déposer ma marque. Donc voilà, on va dire que j'ai fait ma formation pratique durant mes études de droit. Et dès que j'ai pu avoir la liberté et la sérénité financière, j'ai créé d'idées. Et au début, c'était assez... c'était comment dire c'était une aventure déjà très solitaire parce que contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas une équipe. J'avais un coin de bureau, un logo très différent d'aujourd'hui et beaucoup d'amis et des amis qui m'ont beaucoup soutenue et qui sont venus dans les premiers mariages. Mais voilà, c'était la bonne époque, à 8 ans, c'était drôle. Mais du coup, voilà, les premiers mariés sont adorables parce que finalement, ils ont été aussi le début d'idées. Donc, on peut dire que d'année en année, on est toujours... on s'améliore avec le temps, on devient meilleur évidemment. Donc il y a 8 ans, je ne sais pas si j'étais une bonne wedding planner, mais en tout cas je mettais tout mon cœur à l'ouvrage et j'avais eu une super formation grâce à ces deux wedding planners qui m'avaient vraiment appris tout ce qu'il fallait apprendre. Donc voilà comment je me suis lancée. T'as fait ce qu'il faut, quoi. Du coup, t'as appris vraiment par la pratique et pas par les formations. Ouais, en fait, je m'étais renseignée parce qu'il y avait déjà les formations. Parce que du coup, peut-être que je vais mettre mes concerts à dos quand je dis ça, mais il y a vraiment un business de formation. Et ce business, il était presque arrivé en même temps que, que les wedding planners sont arrivés. Donc, à peine elles sont arrivées en France, les wedding planners, elles étaient déjà formatrices. Et donc, je m'étais renseignée. Il y avait une formation à Paris qui coûtait les yeux de la tête pour très peu de jours de formation. Et non seulement j'avais pas les moyens financiers, puis je me suis dit, pour moi, c'est vraiment un métier pratico-pratique. Donc, du coup, j'ai décidé en effet de suivre la voie pratico-pratique. 8 ans après, les écoles de formation se sont démultipliées. Et beaucoup de fois, on me pose la question sur les réseaux, Elodie, qu'est-ce que tu nous conseilles comme formation, comme école, etc. Et c'est vrai que j'avoue, je suis très encore aujourd'hui le terrain. Alors après, c'est bien si elles peuvent accompagner de formation théorique, mais ce qui est le mieux encore, c'est d'avoir une formation théorique par une vraie wedding planner, c'est-à-dire une wedding planner qui est sur le terrain et pas une wedding planner qui a fait 2-3 mariages il y a 5 ans et qui aujourd'hui fait du business, le fait d'apprendre le métier. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis sur le terrain et quand j'apprends mon métier à mes franchises, je leur apprends vraiment comme je le sens, comme je le fais. Et je pense que c'est la meilleure école. Mais en contrepartie, à contrario, j'ai bien compris qu'il y avait un besoin de formation et même en théorie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je participe à l'ouverture d'une école là au printemps qui s'appelle Enjoy Your Job, dans laquelle du coup je serai formatrice et on mettra en place évidemment une formation pratique parce que pour moi la formation théorique ne suffit pas. Donc de toute façon, pour moi c'est la pratique. Donc là, la meilleure façon d'être formé par tes soins, c'est de rejoindre ta franchise, je comprends bien, pour le moment. Ouais, la meilleure façon d'être formé par mes soins, c'est de rejoindre ma franchise, ça c'est sûr. Et après, on est loin d'avoir fini, on est que sur le début du chemin. Pour moi, c'est le monde entier qui s'ouvre à nous, donc on a encore plein de franchises à ouvrir. Et après, du coup, dans quelques mois, ça sera du coup cette école de formation qu'on va faire à Lyon et après qu'on va développer un peu partout en province, Enjoy Your Job, du coup, dans laquelle j'aurai une grande participation sur la formation et je permettrai à certaines de ces personnes qui suivront la formation de venir sur des mariages d'idées. Donc voilà, il y aura ça, mais de toute façon, on va être clair, on ne peut pas donner les mêmes secrets en formation comme ça sur des filles qu'on voit 1 ou 2 semaines que je vais donner tout mon temps, mon énergie et mes secrets à mes franchises qui ont travaillé pour la même marque, pour la même direction. Donc évidemment, c'est des formations très différentes.
J'aimerais bien qu'on revienne justement là sur un peu sur la chronologie. Donc, tu as dit que tu t'étais lancé en 2009, enfin, c'est en 2009 où tu lances ton premier site Wix. Oui. Comment est-ce que tu fais pour trouver tes premiers clients à ce moment-là? Eh bien, moi, c'est grâce à ma formation pratique, on revient là-dessus, mais les wedding planners qui m'ont formée, bah, du coup, elles ont eu confiance en moi et elles m'envoyaient leurs doublons. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, c'est les doublons des wedding planners qui m'ont formée. Et c'est d'ailleurs, tu vois, ce matin, j'ai envoyé un doublon à une stagiaire de l'année dernière, parce que du coup, toutes les idées girls sont prises et la stagiaire a créé son entreprise. Du coup, bah voilà, j'ai eu un prospect, je lui dis, bah tiens, je te l'envoie. Et du coup, c'est cool, ça me permet de rendre l'appareil finalement. Et c'est comme ça que j'ai mes premiers clients, du coup, les doublons des wedding planners. Et puis après, une fois que tu fais 1, 2, 3 mariages, bah du coup, tu te fais un petit peu aussi ton carnet d'adresses, ta réputation, et puis après, c'est du bouche à oreille. Hein. C'est ce que tu appelles les doublons. C'est marrant, on en parlait lors d'un précédent podcast du fait de faire son réseau déjà avec tes consoeurs et tes confrères. Mm. Parce que c'est vrai que l'univers du mariage, c'est assez spécial dans le sens où il peut y avoir plusieurs mariages le même jour. Et forcément, quand c'est toi qui gères tes propres mariages et que tu es sur le terrain, tu peux pas te démultiplier sur un même Non. week-end. Je cherche le don Donc, d'ubiquité, vraiment, je paierais cher pour ça, mais là, clairement, je suis pas dessus. ouais, donc ça peut être, c'est vrai, une bonne stratégie aussi, plutôt que d'aller tout azimut, à aller sur les réseaux, aller sur les plateformes, c'est déjà d'aller voir ceux qui font le même métier que toi dans ta région Ah, mais c'est clair. et puis voir s'il n'y a pas des partenariats à faire à ce Parce niveau-là. que les réseaux et les plateformes, enfin moi je suis hyper convaincue par tout ça. Je suis très réseau, Instagram c'est la continuité de moi. Mais en fait ça c'est intéressant, mais faut pas vendre du rêve aux mariés, faut vendre du concret aux mariés. Les mariés ils le ressentent quand on a l'expérience ou pas. Donc en fait il faut aller chercher l'expérience. On peut communiquer sur les plateformes, les réseaux, et en même temps aller chercher l'expérience et aller chercher les mariés quoi. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux, on les appelle les petits chats du coup. Il y a plein de petits chats qui se créent chaque année, les bébés wedding planners. Qui voilà, ils envoient du lourd avec des nouveaux sites, des belles photos de shooting, etc. Mais elles le savent, on le sait, elles ont fait aucun mariage, sauf que les mariés ne le savent pas. Et quelquefois, c'est bien dommage parce que du coup, les filles, elles ont fait une semaine de formation théorique, elles n'ont jamais foutu les pieds sur un mariage, elles n'ont aucune formation pratique. Et ça, c'est pas bon, ça. Ça, moi, je préférerais que les filles elles viennent nous voir et elles nous disent, bah, je voudrais faire des mariages. Ouais, ok, d'accord, ok. On en parle. Moi, je reçois quelquefois sur des mariages des filles qui sont en création et qui veulent justement accentuer cette formation pratique qui leur manque cruellement. Et puisque enfin, je fais partie des anciennes finalement avec cette carrière de 8 ans, ce qui est finalement vieux dans le métier. Mais voilà, on a envie que le mot wedding planner ait un sens, qu'il soit digne. Et pour qu'il soit digne, il faut que le maximum de ces wedding planners soient bonnes. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me lance dans la formation comme je l'entends, parce que plus les filles le feront de façon professionnelle et plus ce métier, les gens ils diront ah ouais, wedding planner, c'est un joli métier, c'est classe et c'est professionnel et pas juste on enfile des perles. Ouais, bah ça, je crois après que c'est une bataille qui est assez compliquée à gagner et c'est valable dans tous les métiers qui se développent. C'est la rançon de la gloire, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Et dans tous les métiers où c'est assez simple, entre guillemets, de se lancer avec un site web avec des photos, hein, comme tu l'as dit, il y aura toujours des opportunistes qui essaieront de se lancer. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être mieux réfléchir, et je pense que ça existe, hein, à des sortes peut-être de labels qui permettent d'identifier les professionnels, peut-être qu'on fait, enfin, qu'on déjà fait des mariages, qu'on ont une certaine Oui, expérience ou c'est qui vrai que ont voilà, suivi telle ou telle formation. il y a des labels comme Il y a ça. aussi ces solutions-là. Moi, je fais Mm. partie de la SOCEM, qui a un label, du coup, Oui. Bah, tu connais d'ailleurs la SOCEM. Mais c'est vrai Ouais. que voilà, ça labellise pas l'expérience. D'ailleurs, c'est la Ouais. discussion quelquefois qu'on a. Après, comment est-ce qu'on labellise l'expérience? C'est toujours le problème. Comment est-ce que tu évalues l'expérience de quelqu'un? Ah, bah, une personne qui a fait 0 mariage, une personne qui en a fait 5, ça se voit, Ouais. ça se ressent et ça doit être une wedding planner qui vend un mariage à des clients doit avoir fait au moins 5 mariages. Pour moi, 5 mariages en stagiaire, en formation, c'est la base. Donc, moi, j'en ai fait une trentaine avant de me lancer, mais c'est parce que j'étais au taquet. Mais déjà 5, moi, c'est vraiment ce que je demande, c'est ce que je préconise. Et puis en plus, c'est cool d'aller voir comment les concerts font le job. Oui, et puis c'est bien d'en faire plusieurs aussi pour voir les spécificités des unes et des autres, voir comment chacune travaille, parce que j'imagine que chacun fait son travail différemment et il y a des bonnes choses à prendre à droite à Ah, gauche. ça, je suis totalement d'accord. Moi, entre la wedding planner d'Angers et la wedding planner de Bordeaux, clairement, ils avaient rien en commun. Et j'ai pris un peu de chacune, en tout cas, ce qui me ressemblait le plus, et puis j'ai rajouté ma touche, et du coup, oui, c'est d'idée. Et on en discute quelquefois avec ces deux femmes. Et elles me disent, en fait, t'as rien de commun avec nous, mais du coup, la seule chose commune que t'as avec nous, c'est de bien faire ton métier. Parce qu'en effet, comme tu l'as dit, on est tous très différentes. On doit faire le métier de façon différente, mais il doit être fait, en tout cas, professionnellement, et que les mariés, au bout, en fait, ne pêchent pas d'une mauvaise formation ou d'un néant de formation.
Quand tu dis que chacun fait son travail différemment, tu pourrais Développer. être un peu plus explicite, ouais, qu'est-ce qui fait enfin, sur quoi tu peux vraiment avoir ta spécificité quand tu organises un mariage? Puisque quelqu'un qui connaîtrait pas forcément le domaine te dirait: «Bon, bah, un mariage, c'est un mariage, et on l'organise, de la même manière». Bah, en fait, ouais, c'est vrai que d'extérieur, on se dit, voilà, la wedding planner, elle fait recherche de prestataires, elle accompagne en rendez-vous si elle le souhaite, et puis le jour J, elle est là pour gérer les choses. Mais en fait, ça, c'est, on va dire, 20% de mon métier. Parce que les 80 autres pourcents, c'est être là avec mes mariés, les conseiller, les rassurer, les écouter, les détendre. En fait, c'est la relation avec la relation clientèle. Ça, on dirait une banquière qui dit ça, mais c'est ça. C'est la relation avec les mariés qui fait en fait notre plus-value. Et hier, justement, j'ai passé pas mal d'entretiens pour faire mon équipe de cet été. Et dedans, il y avait une fille qui a fait une formation théorique et qui cherche justement à faire une formation pratique, et donc qui est très bien d'ailleurs avant de créer sa boîte. Et elle me dit, de toute façon, Elodie, vous pourrez bien me donner tous vos conseils et tous vos secrets, je ne serai jamais Elodie de l'agence d'idées. Et parce qu'elle n'a pas le même caractère, la même personnalité que moi. Et du coup, finalement, je le vois rien que dans l'équipe, on est 22 d'Idée Girls du coup chez d'Idée, et dans les 22, elles sont formées exactement de la même façon, en théorie, en pratique, etc. Mais 22 personnalités différentes fait que finalement ça convient à des mariés très éclectiques et très différents. Je suis certaine que les mariés qui ont pris Adeline en Aquitaine, bah peut-être que s'ils m'avaient rencontré moi en Aquitaine, ils auraient dit bah non, peut-être qu'Elodie, sa personnalité, ça colle moins. Donc je pense que c'est une question de personnalité. C'est pour ça qu'on apporte des choses différentes. Évidemment, la base est la même, mais la personnalité fait qu'on fait des choses différentes. Et moi, ma personnalité a été, du coup, à créer finalement aujourd'hui les fondations de Dides. C'est par exemple l'accompagnement à tous les rendez-vous. Mes consoeurs wedding planners se moquent de moi quelquefois et disent ah, mais Elodie, elle materne ses clients. En effet, j'aime bien les materner, moi, ses clients. Ils aiment bien ça aussi, d'ailleurs, quand ils viennent chez Didé. Moi, je les accompagne dans tous les rendez-vous. Alors, les visites de lieu, ça, très souvent, les wedding planners le font. Mais moi, je fais aussi les essayages de robes de mariée. Je suis là pour laisser make-up coiffure. S'ils veulent de moi pour les alliances, je les accompagne. Moi, je les accompagne là où ils veulent. Et c'est ce qui a créé, d'ailleurs, moi, j'ai besoin de cette relation avec les mariés. Les mariés adorent cette relation avec moi. Et c'est ce qui a fait la marque d'Idée, en fait. C'est la proximité. D'ailleurs, sur mon site, hier, on cherchait avec mon webmaster le mot pour définir ça. Bah, c'est le côté un peu familial de l'histoire. Donc moi, j'ai créé une agence familiale et les mariés font partie de la famille. Et je crois qu'au bout d'un an et demi, je fais aussi partie un petit peu de la leur. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait tous nos métiers de façon différente, parce que la personnalité a tellement de place dans ce métier que du coup, on ne peut pas toutes le faire de la même façon. C'est sûr que au-delà d'acheter une prestation, ils achètent Une personnalité. et un wingman en fait pour leur mariage, puisque c'est vrai que tu vas être toujours avec eux, donc il faut que ça fitte. C'est sûr, il faut que ta personnalité elle fitte avec ceux de tes clients. Ah bah ouais, c'est le feeling. Moi, je dis tout le temps que les mariés viennent pour Didet. Enfin, voilà, quand ils m'appellent ou je reçois des mails, ils font ça parce que voilà, ils ont aimé Didet, l'esprit, etc. Mais par contre, c'est pas Didet qui va me faire signer. Ce qui va me faire signer avec les mariés, c'est parce que bah là, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous prospect, là, juste après le podcast. On se rencontre, on voit si le feeling passe, on voit si eux, ils adhèrent avec ma façon d'être, parce que voilà, je suis bavarde, je suis expressive, je parle vite, ça peut saouler des gens, il y a des gens qui peuvent adorer, bref, ça, il y a toujours plein de gens très différents. Et puis moi aussi, je vois si j'arrive à les comprendre, si j'arrive à... En fait, en gros, le feeling, c'est des deux côtés. Donc, du coup, c'est important. Et c'est finalement ça qui va me faire signer ou pas avec des clients. Les 20%, c'est oui, Elodie, elle est top, elle a de l'expérience, etc. Mais c'est pas ça qui me fait signer. Ce qui me fait signer, c'est la magie qui doit se faire entre les mariés et la wedding planner. Et ça, c'est beau. Et le fait de faire tous tes rendez-vous avec tes clients, c'est quelque chose que tu demandes aussi à toutes tes franchisés? Ah oui, C'est c'est la votre marque de franchise. fabrique à toutes? Exactement, c'est la marque de fabrique. Et du coup, chez Didé, en fait, que tu fasses un mariage à Lille ou à Biarritz, tu auras exactement le même service sur ça, sur ce qui est les fondations d'Idée, ce qui est vraiment ouais, les lettres majuscules de d'Idée, c'est ça, c'est le côté la proximité avec les clients, l'accompagnement avec nos mariés, et ça, c'est important. Et ça me fait rebondir sur un point, c'est que quand tu fais tous les rendez-vous, et admettons que tu es un couple qui te demande de venir à 10 rendez-vous, alors, je veux dire, même toi, par rapport à ta prestation, par rapport à ton taux horaire, je sais pas si tu le calcules, mais Non, il faut pas. Ce métier, il faut pas ah calculer le oui, taux horaire, sinon je pense qu'on partirait sur d'autres métiers. On le fait tellement pas pour l'argent que du coup, faut pas calculer ça. Mais je vois ta question. C'est est-ce que j'accepte toujours? Mais en fait, ouais, je vais te dire, j'accepte toujours. Déjà parce que mes clients n'abusent pas trop, puis quelquefois quand ils abusent un petit peu, bah, tu sais quoi, ça me dérange pas parce que ça va s'équilibrer avec. J'ai des clients qui habitent aux États-Unis, en Australie ou en Irlande où je fais tout en visio et évidemment, on va moins bavasser autour d'un verre de vin. Et ben du coup, tu vois, ça s'équilibre. Donc en effet, il y a des mariés qui ont besoin de plus d'être rassurés, qui ont besoin de plus m'appeler, plus m'envoyer des mails et qui ont besoin de me voir. Et ben voilà, je préfère prendre ce temps-là pour eux.
c'est important pour eux. De toute façon, si je prends pas ce temps pour eux, ils vont pas se sentir bien. S'ils se sentent pas bien, ça va coincer, on n'aura pas une bonne relation et du coup, on va avancer à contre-courant. Donc en fait, c'est pas bon pour moi. Donc j'accepte toujours, et ils le savent d'ailleurs, et s'ils écoutent ce podcast, ils se diront c'est vrai qu'on aime bien Élodie. Mais voilà, c'est mon métier. Et là, tu vois, je suis partie en vacances annuelles, donc en fait, une fois l'année, je pars 2 semaines à l'autre bout du monde, je coupe tout. Ah bah j'ai intérêt de prévenir 2-3 mois avant. Tu vois, je les prépare à mon départ. Pendant 2 semaines, je ne suis pas là. Et quelquefois, ça fuite un peu sur Instagram, parce que je suis quand même sur Insta pendant mes vacances, j'aime bien. Et il y a des mariés qui me disent ah Elodie, tu peux juste répondre à cette question. Voilà, en fait, je les ai habitués à ça, mais moi, ça me va parce que c'est comme ça que je vois le métier. C'est comme ça que je vois le métier, en tout cas, comme je veux le faire moi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es lancé dans la franchise? Alors ce que j'ai remarqué, c'est vrai, c'est que il y a beaucoup de wedding planners qui exercent seuls ou avec des stagiaires. Il y a très peu de grosses agences, entre guillemets, hein, donc avec 4-5 salariés. Et la plupart du temps, quand on cherche à se développer, c'est vrai qu'on pense, il y a quelques franchises. Toi, je pense que tu es parmi les plus grosses en France, donc quand on dira si je me trompe. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je me développe, il faut que je lance ma franchise? Qu'est-ce qui a été le point de bascule et à quel moment c'était? Mais je crois que tu m'as dit tout à l'heure que c'était après 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, puisque rien que pour mon équipe, je vais sortir cette phrase dont on est fier aujourd'hui. Alors peut-être que ça ne durera pas très longtemps, mais oui, on est la franchise la plus importante de France de Wedding Planner et on est très contente. Après, c'est très fluctuant, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est nous. Et alors, ça s'est fait mais alors, de façon tellement naturelle parce que je n'avais pas du tout prévu ça dans ma carrière. Encore une fois, tu vois, on revient au début de ma carrière en mode déjà, si j'arrive à faire quelques mariages, ce serait super. Et après, si j'arrive à un peu en vivre, ce serait super. Oh, bah, j'en vis, c'est génial. Donc voilà, tu vois, step by step. En fait, j'ai repoussé la lune à chaque fois et j'ai essayé de l'attraper. Et donc, en fait, comment ça s'est passé? Ben, moi, je vivais à Dijon. Parce que du coup, j'ai fait mes études à Angers, puis Bordeaux, puis l'amour m'a emmenée à Dijon. J'ai un peu bougé un peu partout. Et à Dijon, du coup, j'ai eu ce fameux CDI où j'ai créé Didet. Et c'était sympa Dijon, hein. J'ai apprécié vraiment Dijon, la Bourgogne et tout ça, mais j'avais envie de redécouvrir une grosse ville, parce que du coup je venais quand même de Bordeaux. Et donc au bout de 4 ans à Dijon, je me suis dit moi j'ai envie de partir un peu plus loin, et du coup Lyon s'est dessiné à moi assez naturellement. Et à Dijon, j'avais une fille qui s'appelle Cindy, qui a été ma première stagiaire d'ailleurs chez Didet, qui est venue la première année en stage, qui a voulu revenir sur la 2e saison en stage, et puis la 3e saison, elle commençait à être un peu ma sous-traitante, quand il y avait des demandes où j'étais pas disponible, je lui envoyais tout ça. Donc en fait, il y avait une relation avec Cindy qui se définissait au milieu du travail, mais qui n'avait pas été en mode c'est ma franchise. Et quand j'ai décidé de partir à Lyon, je ne voulais pas lâcher l'agence de Dijon, parce que je l'avais vraiment bien développée, on avait vraiment des belles choses de l'agence d'idées à Dijon. Et du coup, j'ai proposé à Cindy de reprendre, mais encore une fois, sans mettre le mot franchise, on n'était pas là. J'ai dit à Cindy, écoute, tu m'aides à continuer à m'occuper de Dijon, parce que moi, je vais vivre à Lyon, donc je vais créer une agence à Lyon indépendante, où je vais devoir recommencer le game. Et du coup, pendant 1 an, moi, je faisais les allers-retours, du coup, on travaillait l'agence de Dijon ensemble. Et puis, au bout d'un moment, Lyon a très vite évolué, j'ai eu beaucoup moins de temps pour refaire les allers-retours. Et j'ai tout simplement proposé à Cindy de prendre la gestion de l'agence de Dijon officiellement avec le nom de franchise. Et du coup, on était toutes les deux. Puis il y a eu des petits articles de journaux qui expliquaient qu'on avait des franchises, qu'on était toutes les deux des franchises. Et puis il y a une fille, elle m'a appelée en Bretagne. Elle m'a dit oui, du coup, j'ai vu que vous aviez une franchise et du coup, moi, ça m'intéresserait, système de franchise et tout. Donc moi, je n'avais pas du tout imaginé ça. Encore une fois, ça s'est fait très spontanément. Et donc Chloé en Bretagne qui m'a appelée pour me dire ça. Je dis écoute, oui, en effet. Alors on a mis en place un prix d'entrée, une formation, enfin bref, on a mis en place tout ça. Et quelques semaines après, c'est une fille de Nantes qui m'appelle, qui est très drôle d'ailleurs, parce que c'est Héloïse à Nantes, qui a été stagiaire avec moi chez les mariages de Cécile à Angers. Et 10 ans auparavant, du coup c'était assez drôle. Et elle me dit écoute, tu vois, c'est fou, la vie nous fait que j'ai compris que tu ouvrais des franchises, ça m'intéresserait, etc. Donc en fait, voilà, les 3 premières franchises sont arrivées très spontanément, sans que je fasse de recherche de franchise ou quoi que ce soit. Et puis on était 4, et puis TF1 est venu filmer la vie chez Didet, que ce soit dans nos rendez-vous, notre agence et un jour de mariage. Et donc on est passé sur 7 à 8 un dimanche soir de grande écoute, et puis du coup ils ont parlé qu'on faisait de la franchise. Et après, on a été débordé évidemment de demandes. Et du coup, on est passé de 4 à 10 assez rapidement. Et puis là, en 1 an et demi, on est passé de 10 à 22.
Donc voilà, je l'ai pas cherché comme aventure, mais c'est une belle aventure. Et en fait, ce qui est cool, c'est que je suis pas en période de recrutement. En fait, c'est des gens qui croisent ma vie, qui viennent vers moi et on discute et on voit si ça match et on voit si elle rentre dans l'aventure. Mais ça veut dire qu'à 22, déjà, est-ce qu'il reste de la place sur le territoire Écoute, français ouais, ou... tu vois, je vais prendre ma petite carte, parce que je colorie une carte de France. On en est là, tu sais, à l'ancienne, quoi. Je colorie avec des feutres. Oui, alors il reste l'Alsace. J'ai hâte d'ouvrir l'Alsace. Il reste la partie niçoise, parce que là, du coup, j'ouvre la Provence, mais du coup, j'ai pas la partie Nice, les Alpes-Maritimes. J'ai pas la Corse aussi. J'étais en discussion, mais en fait, moi, je suis une fille, en fait, je ne cherche pas à ouvrir, je cherche des rencontres. Et donc, d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que les premières franchises, elles se sont ouvertes que dans l'Ouest. On a vu que j'avais un ADN de l'Ouest, parce que j'ai ouvert la Bretagne, j'ai ouvert l'Aquitaine, les Pays de Loire, tu vois, j'ai ouvert l'Ouest. Et donc, on s'est dit, ça c'est drôle, c'est l'ADN de l'Ouest qui revient. Et puis voilà, après, j'ai ouvert vraiment au fur et à mesure, mais du coup, voilà, non, il reste encore pas mal de choses. Il reste la Dordogne, il reste, pas mal de choses, oui. Oui, pas tant que ça, en fait, je regarde, si, la Charente-Maritime, et puis surtout, nous, on ouvre à l'Europe, donc on a Bruxelles, on a Genève, et du coup, je suis toujours impatiente de me dire le jour où je vais ouvrir Londres, le jour où je vais ouvrir, en gros, tout en Europe, et puis le Les pays Canada, anglophones, les c'est vrai que ça va être un cap. ouais, Oui, Londres. ouais, Londres, c'est un cap. Bah, d'ailleurs, je discute avec plein de jeunes filles, souvent des franco-anglaises, qui sont intéressées, mais après, c'est une adoption. J'appelle ça une adoption à chaque fois quand je leur prête ma marque comme ça. C'est une adoption importante pour moi, donc c'est pas parce que je veux absolument ouvrir Londres que je veux ouvrir Londres avec une personne que je ne sens pas à 100%. Moi, je cherche vraiment, on reste dans cet esprit familial. Donc même si on est 22, en fait, la marque est très importante pour moi. C'est vraiment mon bébé. Et quand je prête mon bébé à l'adoption dans un territoire, que ce soit un pays ou une région, je fais ça vraiment avec beaucoup d'attention. Donc voilà, en gros, il reste la place du monde entier et quelques places en France. Mais donc, ça veut dire que quand tu recrutes quelqu'un, quelque part, tu cherches plus un feeling plutôt que des compétences ou, Ah oui. ou autre. Moi, Vraiment que ça match à ce niveau-là. je recherche aucun CV. Moi, les CV m'inintéressent. Enfin, tu vois, j'ai un CV de droit public. Alors, tu vois, personne m'aurait recruté en wedding planner, tu vois, si on regardait les CV. Non, ouais, je m'en fiche un peu du CV. Moi, ce qui compte, c'est une personnalité, c'est une passion. Parce que ça, il y a bien un truc que je pourrais pas leur apprendre, c'est la passion. Ce métier sans passion, il sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est un métier tellement passionnant. Enfin, il faut qu'il soit passionné et passionnant parce qu'en fait, on travaille des heures. Tout à l'heure, tu parlais du taux horaire qui est assez anecdotique. Et on travaille le samedi. Nos clients, ils sont toujours dispo entre 18h et 21h. Donc, vu qu'on travaille très tard le soir, en fait, on décroche jamais. On décroche jamais. Donc du coup, voilà, s'il n'y a pas la passion, on ne tient pas à un an. D'ailleurs, il y a un turnover de dingue, hein. Il y a un pourcentage assez fort de filles qui créent des agences de wedding planner et un an après qui coupent. Parce qu'elles ne se rendent pas compte en fait de l'énormité de ce métier et que si tu n'as pas la passion, tu ne vas pas loin. Donc voilà, il faut la passion, il faut l'envie, il faut un sourire à toute épreuve parce que chez Diday, normalement, tu as dû voir que notre com, elle est vraiment sur le smile et c'est sincère, quoi. C'est pas juste un sourire de façade. On veut en fait être le soleil de nos mariés quand ils en ont besoin, donc ça c'est important. Pareil, je peux pas apprendre ça à des gens, c'est un caractère. Et après, tout simplement la curiosité d'apprendre et puis le dynamisme. En gros, voilà, toute personne avec un petit côté pétillant dans l'œil et une passion, j'en ferai une super wedding planner, j'en doute pas. Et c'est quoi les conditions alors du coup requises et puis j'imagine que tes études en droit ont dû t'aider pour ton contrat de franchise, mais J'avoue que les contrats sont un peu longs. Je crois qu'ils font 54 pages. ouais. Mais en vrai, il y a une avocate spécialisée, parce qu'évidemment, moi, j'ai fait droit public, alors tu penses. J'ai eu quelques prismes de droit du travail, mais c'est tout. Non, et j'ai une super avocate, une femme d'ailleurs. On essaie de faire des équipes un peu femmes. Il manque d'hommes dans ces métiers. Enfin, pas dans le métier de wedding planner, clairement pas, c'est que des femmes, mais dans les métiers de l'entrepreneuriat en tout cas. Donc oui, non, j'ai une super avocate qui m'a fait des super contrats, et après, c'est quoi la question? Attends, excuse-moi, je parle tellement que je me demande quelle est ta question. C'est les conditions pour te rejoindre, hein, que ce soit, enfin, et surtout financière, puisque j'imagine que c'est la question qu'on doit te poser assez régulièrement par rapport à ça. Oui, exactement. Alors, j'ai souhaité un droit d'entrée raisonnable, raisonné et argumenté.
il y a des concerts wedding planners qui prennent des droits d'entrée assez importants, ce que je comprends, puisque en fait, c'est quand même un risque, c'est quand même beaucoup de temps, etc. Mais moi, j'ai voulu, parce que moi, j'ai une fille, quand j'ai commencé d'idée, j'avais vraiment pas d'argent du tout, et je me dis, waouh, combien t'aurais pu mettre pour qu'une fille te forme et te fasse rentrer dans une franchise? Parce que oui, si on fait une petite parenthèse, moi, il y a 8 ans, quand j'ai créé d'idée, je ne voulais pas être entrepreneuse. Moi, je voulais être wedding planner. Et j'ai essayé de soudoyer la wedding planner de Bordeaux qui me formait pour qu'elle me prenne avec elle sous son aile et sous sa marque. En fait, moi, je voulais être wedding planner, pas créer une entreprise. Ce qui est assez drôle parce qu'aujourd'hui, je me vois vraiment comme une entrepreneuse et c'est ça qui m'anime avec mon métier de wedding planner. Mais moi, en vrai, s'il y a 8 ans, il y aurait eu une autre Elodie qui me dit, bah voilà, tu peux rentrer en franchise sous ta marque, j'aurais été ravie de pas faire tout ça. Mais donc voilà, quel argent j'aurais pu mettre, enfin, j'aurais souhaité mettre dedans et qu'est-ce qui était argumentable? Et ben clairement, pour moi, c'est le coût d'une organisation de mariage. Pour moi, une fille qui rentre chez Didier en tant que franchise, et ben assez justement, elle doit payer le prix moyen de ce que paye un client d'idée quand il rentre. Donc ouais, ça c'est les conditions financières pour rentrer. Et puis après, évidemment, elles ont une commission. Alors, qui varie en fonction, une commission à chaque fois qu'elles rentrent du chiffre d'affaires, elles ont une commission à me rendre qui varie en fonction de la région, du territoire et pas mal de choses. Mais voilà, ça c'est les conditions financières qui sont, à mon sens en tout cas, des conditions financières qui sont facilement remboursables dès qu'on a signé une ou deux organisations totales. Je leur dis aux filles, normalement dans les 6 mois, vous avez remboursé ce que vous avez payé pour rentrer, vous avez remboursé vos frais de départ d'entreprise et vous partez avec une ardoise blanche parce que le but avec la franchise d'idée, c'est que c'est un accélérateur de carrière. Ouais. Et la commission, t'es entre quel et quel pourcentage? Entre 10 et 20. Entre 10 et 20%. D'accord. Ok. Et donc, à partir du moment où elle rentre derrière, et c'est surtout d'un point de vue marketing, c'est vrai, tu le disais, c'est un accélérateur. Toi, j'imagine qu'il y a beaucoup de leads qui rentrent chez toi. Et après, c'est quoi? C'est tu les dispatches en fonction des lieux ou bon, après, j'ai vu qu'il y avait, enfin, je crois que toutes tes franchisés ont aussi un profil sur les réseaux sociaux, Ouais, etc., ou c'est même très sur les important. plateformes. C'est très important parce Ouais. que c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, les gens viennent pour d'idées, mais signent pour une personnalité. Donc il faut que cette personnalité, elle soit présente. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu qu'elle se mette toute derrière moi, alors qu'en fait, on se ressemble pas. C'est le but étant, c'est cette pluralité de personnalités qui fait la force de d'idées, je pense. Donc ouais, en effet, elles sont toutes présentes sur des réseaux de façon indépendante, même si elles sont présentes de façon d'idées. Elles sont quand même, je m'occupe de la communication, donc si elles sortent un truc un jour qui dépasse de d'idées, elles savent très bien qu'elles reçoivent un petit mot gentil pour dire non, pas ça. Mais du coup, ta question, c'était comment je répartis les leads? Bah oui, assez simplement, en fait, c'est qu'elles ont toute une région. Donc en fait, en fonction de la région que les mariés demandent. Et puis après, tu vois, il y a des régions qui se sont développées, les Pays de Loire, tu vois, qui est notre région. C'est énormément développé. Du coup, à Nantes, elles sont 2. Donc c'est ce qu'on appelle une franchise et une sous-franchise. Donc c'est du coup Héloïse à Nantes, celle qui est rentrée au tout début. Elle a aujourd'hui une sous-franchise. Et du coup, la sous-franchise est menée par la franchise et la franchise, du coup, reçoit les choses de moi. Du coup, tu vois, il y a une petite hiérarchie qui s'est fait comme ça. Et j'ai créé une agence au Mans, chez moi, du coup, depuis 8 mois, tu vois, et ça cartonne et je suis très contente parce que, en vrai, je n'aurais jamais cru que ça fonctionne en Sarthe. Mais comme quoi, et je cherche à ouvrir à Angers, tu vois, si tu as des connaissances à Angers. J'aimerais ouvrir une sous-franchise à Angers parce que les Pays de Loire, ça cartonne bien pour cette marque qui a clairement un ADN de là-bas. Tu veux dire comment? C'est toi qui as monté l'agence ou c'est une franchise Non, à toi c'est qui une a fait une franchise à moi. sous-franchise? Ouais, c'est une franchise à moi. Enfin, c'est une Stéphanie, du coup, qui est venue. Moi, j'avais pas vendu le département. C'est-à-dire que j'avais vendu les Pays de Loire, sauf la Sarthe. Parce que je me suis dit, c'est chez moi, je garde. Et puis, d'une rencontre, tu vois, d'une fille qui a finalement des liens avec ma famille, sans le savoir, et bien voilà, ça a été encore une fois, en fait, c'est plutôt la rencontre qui fait l'opportunité et qui fait ouvrir la franchise que l'inverse. Et là, c'est ce qui s'est fait avec Stéphanie. Une belle rencontre. Des liens finalement plus proches que ce qu'on pensait, et elle a ouvert il y a 8 mois et elle cartonne, et je suis très fière que Didèlement cartonne. Et qu'est-ce que du coup tu fais là au niveau national pour faire travailler la marque, etc. Enfin, comment est-ce que tu organises tout ça? Puisque ça doit être aussi assez chronophage à gérer toutes les communications, et tu l'as dit, tu dois surveiller un peu la communication de tes franchisés. Toi-même, j'imagine que tu as tout un travail à faire au niveau national, histoire de développer ta marque et faire en sorte que les franchisés ils voient aussi un retour Bien au sûr. final, puisque bon, quand on fait partie d'une franchise, et je l'ai été aussi, donc je sais de quoi je parle, on attend un petit peu un retour, et c'est aussi pour ça, c'est vrai. Alors il y a l'aspect formation, c'est vrai, au début, mais après on espère clairement avoir des retombées assez régulières du fait qu'on rejoint
un réseau et une marque. Est-ce que toi, tu fais des actions particulières depuis que tu as cette franchise ou est-ce que tu continues comme ça, ton petit bonhomme de chemin et à communiquer et au final ça va très bien et les franchisés sont contents du résultat? Alors, ce que je fais pour la com, par rapport à ça, moi j'ai toujours été très très, ça me branche la communication, tu vois. Et dès le début, je faisais des interviews radio, j'étais sur la télé régionale, puis nationale. Je suis intervenue sur TF1, M6, TMC, France 3, etc. Donc j'ai toujours beaucoup communiqué sur ma marque. Le fait qu'il y ait les franchises, en fait, ça vient juste axer, tu vois, nos discussions, comme par exemple là aujourd'hui, ce qu'on fait, on va discuter de la franchise parce que c'est quelque chose qui intrigue. Et en effet, puisqu'on fait partie des grosses franchises, du coup, c'est ce qui aujourd'hui est l'axe d'entrée pour discuter de l'idée. Mais en fait, voilà, vous êtes nombreux à m'interviewer sur ce genre de choses. Je fais aussi, par exemple, une fois l'année, j'aime bien que Diday ait un article dans un magazine. Alors, la dernière fois, j'avais choisi Gala, ça m'avait fait rire. Je me suis dit, quand ma mère elle va ouvrir Gala et qu'elle va voir sa fille et l'équipe, ça, voilà, c'était le truc. Donc voilà, une fois l'année, j'essaie d'avoir un impact national important. Et puis après, sinon, c'est de la continuité. Des blogs, voilà, être diffusé sur des blogs assez importants, être diffusé sur des podcasts, matcher en fait l'onglet presse de ce site en fait. Et après, aujourd'hui, moi, c'est les réseaux sociaux qui m'animent, qui me passionnent. Et du coup, je passe pas mal de temps à créer des choses pour, tu vois, par exemple, à Noël, on s'amusait à créer une vidéo avec les 22 filles en chantant Mariah Carey avec nos red dress, là et nos pulls moches de Noël aussi. Enfin voilà, en fait, on fait plein de choses qui finalement, avec le temps, on se rend compte que oui, la communication journalistique est importante, mais en fait, ce qui est devenu autant important, c'est la communication en réseaux sociaux. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps sur ça pour faire monter la marque. Là, tu vois, je vais intervenir sur... comment ça s'appelle ? Je ne m'en rappelle plus, mais je vais être, c'est de l'intervention dans des séminaires d'entrepreneuriat, tu vois, où ils viennent chercher d'idées. Du coup, voilà, le but étant, en fait, c'est qu'on entende parler de la marque un peu partout pour que, du coup, les filles en région soient contentes. Mais sincèrement, elles se sont jamais plaintes. Je leur demanderai à la prochaine réunion, on fait des réunions mensuelles, je leur dirai alors, est-ce que vous êtes contentes de la com chez Diday ? Mais je pense qu'elles sont contentes et vu les demandes de prospects, elles doivent être très contentes. Je reviens sur Gala parce que c'est vrai que normalement, enfin généralement les relations presse ça vient comme ça. Toi, tu dis comment dire, que c'est toi qui vas aller chercher les articles. Ça veut dire que Ah tu non, décides, tiens, là aujourd'hui je Ah vais aller oui, sur Gala, donc je vais oui. contacter Gala. Gala, en fait, non, C'est comme ça que je l'ai compris. Oui, alors oui, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, une fois que tu rentres dans le vivier des journalistes, ils t'appellent beaucoup. Ils t'appellent beaucoup, quelquefois pour des trucs d'ailleurs pas tous très bien. Mais en effet, les magazines, Marie-Claire, Gala, Voici, tous ces trucs, en fait, ils cherchent tout le temps et ils appellent énormément. Et il y a des moments où tu dis oui, il y a des moments où tu dis non. Et donc là, j'avais envie de dire oui. D'accord, donc c'était quand même quelqu'un de chez Gala qui t'a appelé et t'a dit oui. Oui, voilà, ouais, clairement, ça s'est passé comme ça. Mais du coup, en l'occurrence, ça m'a bien fait rire. Ah, c'est le Wedding Club, c'est ça, chercher le truc. Je vais participer aux réunions je sais pas comment ils appellent ça. En fait, c'est des interventions. Il y a des gens qui viennent écouter des entrepreneurs qui avancent dans leur carrière et du coup, tu vois, Diday, ça sera représenté tous les mois dans toutes les régions de France au Wedding Club. Ça fait partie de la communication finalement, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est te montrer, c'est aussi avoir ces éléments différenciants comme tes red dress là dont tu parles. J'imagine que c'est une condition à l'entrée aussi dans la franchise, faut que tu aies une robe rouge. Ah si on n'aime pas le rouge, on vient pas chez Diday. Ah oui, c'est clair que les franchises, en fait, elles ont une obligation évidemment comment dire, de respecter la charte de Diday, on en a parlé tout à l'heure, le suivi de rendez-vous, le côté proche de ses clients, etc. Il y a pas mal de choses comme ça, mais elles ont aussi l'obligation de suivre une communication qui est gérée par moi. Après, elles ont pas mal de liberté en dehors de ça, tu vois. Après, elles organisent leur emploi du temps bien comme elles veulent, parce que c'est quand même des entrepreneuses indépendantes dans un réseau de franchise. Donc, elles organisent bien comme elles veulent. Elles sont comme elles veulent avec leurs clients, mais en tout cas, il y a des choses à marquer en communication. Elles ont l'obligation d'être sur Instagram, elles ont l'obligation de communiquer là-dessus, elles ont l'obligation que quand elles sont sur un mariage, elles doivent être en rouge, en robe rouge de préférence, que la red dress est aujourd'hui aussi connue, voire peut-être plus connue que Diday en tant que telle. Donc c'est ça qui est drôle, qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, mais vous êtes wedding planner en robe rouge ?» Oui, c'est ça. Donc c'est assez cool. Et donc en effet, elles sont libres de tout, mais là sur la communication, pour que ça reste quelque chose d'assez cohérent, c'est moi qui vais, on va dire, donner le ton, les grandes lignes, et après elles tournent autour et elles s'amusent autant que moi sur ces choses-là même.
Tu vois, par exemple, ce soir, là, j'aurais dit les filles, on se réunit tous à 18h15 pour papoter du séminaire, et hop, on va papoter du séminaire ce soir à 18h15. Elles savent que c'est moi qui donne les grandes lignes de ce séminaire qui se passe tous les ans, du coup, c'est le séminaire annuel. Mais elles savent qu'elles peuvent très bien me proposer des choses, des idées. Et d'ailleurs, très souvent, leurs idées, je les valide et c'est des très bonnes idées. D'ailleurs, le fait que D-Day Wedding Planner est un podcast, parce que du coup, on a un podcast D-Day Wedding Planner avec des épisodes qui sortent chaque semaine, ça, c'est D-Day Suisse. Elle m'a dit, j'aimerais bien m'investir sur les podcasts et qu'on puisse avoir nos propres podcasts. Bah voilà, tu vois, ça, c'est une idée de franchise que j'ai gardée et que je trouve très cool, parce qu'en fait, elles sont investies dans la marque comme moi, quoi. C'est ça qui est top. Ça te fait rayonner, alors que c'est d'autres aussi qui portent ta marque, donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Ouais, je dis toujours que c'est bateau, mais c'est vrai. En fait, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est vraiment ce qui se passe avec D-Day. On va plus loin ensemble, parce que du coup, on va tous vers le même endroit et on y va tous avec la même passion. Donc, on n'est plus toute seule, quoi. Vraiment pas. C'est le but de ça, d'ailleurs. Et donc, tu as dit là que tous les ans, vous faites un séminaire, tous les mois, vous faites des réunions mensuelles. C'est comme ça, à peu près, le suivi d'une manière générale. Ouais, alors je les ai quand même très souvent au téléphone de façon individuelle pour partager leur bonheur de signature, pour répondre aux questions, pour rassurer quelquefois, parce que du coup, autant je materne mes mariés, mais je peux aussi materner mes franchises. Donc voilà, qu'elles se sentent jamais seules. Une fois que les filles elles sont là depuis plusieurs années, c'est plutôt de l'échange, du bavassage pour faire du bien. En ce moment, on en a besoin, tu vois. C'est pas des moments faciles pour les wedding planners, pour le métier du mariage en général et pour les mariés aussi en particulier avec cette Covid. Donc du coup, on échange beaucoup entre nous, donc il y a beaucoup d'appels, tu vois. Et puis en effet, une fois par mois, on a cette fameuse réunion en visio où on s'amuse d'ailleurs beaucoup parce qu'on est content de tous se voir. Et une fois à l'année, on a ce séminaire, on trépigne d'impatience du séminaire qui est dans un mois. On s'est pas vu depuis un an et on s'est pas vu tout ensemble depuis un an parce que moi j'ai la chance de les voir assez souvent quand même. Mais tout ensemble, non. Et donc ouais, c'est un week-end qu'on attend avec impatience. Et à t'écouter, tu fais 10 000 choses en une journée. Est-ce que tu as une organisation précise? Est-ce que comment est-ce que tu organises tes journées du coup? Parce que entre tes mariés, entre la franchise, entre la communication, les relations presse, les podcasts, comment est-ce que tu t'y prends pour gérer ton temps au final? Eh ben écoute, c'est une bonne question. Je suis pas quelqu'un qui ait des bullet journal ou des to-do list et tout ça parce que du coup je trouve ça génial celles qui font ça, mais je sais pas, c'est pas mon truc. Moi, s'il y a beaucoup dis Siri, rappelle-moi dans 1 heure. Merde, il s'est déclenché le Siri du coup. Voilà, Siri a l'habitude que je lui parle toute la journée. Et non, mais après ça se fait assez naturellement. J'ai pas d'organisation à la semaine. De toute façon, c'est pas possible avec ce métier. Tu vois, demain, je suis en essayage de robe de mariée avec une cliente. Tout à l'heure, j'ai des rendez-vous prospects. Après le rendez-vous prospect, j'ai un rendez-vous suivi. En fait, chaque jour et chaque semaine est très différente. Très, très différente. Là, je vais rentrer dans mes visites de lieux pour 2022 parce que c'est au taquet pour 2022 les lieux. Donc, je pars des journées entières, quelquefois pendant 9-10 heures. Je rentre le soir à 21 heures. Enfin, je peux pas avoir d'organisation de journée, en tout cas, qui soit similaire à ce qui peut se passer chaque jour. C'est plutôt, le matin, tu regardes ce que tu as à faire, les choses en priorité. Mais marier, c'est toujours ma priorité. Ça, d'ailleurs, ils le confirmeront, j'espère, en écoutant ce podcast. Je les laisse jamais sans réponse de moi. Enfin, vraiment, c'est ma priorité. Les filles, elles le savent, les franchises. Donc, les franchises, c'est plutôt l'après-midi, on va dire, qu'elles arrivent plus à me joindre. Ou sinon, je leur dis, je leur mets des rendez-vous téléphoniques. Et puis après, tout ce qui est communication et tout ça, ça m'amuse. Donc en fait, ça c'est plus de l'amusement. Tu vois, quelquefois, j'ai l'impression de faire ça un soir et week-end, tu vois, quand j'ai fini ma journée à 20h, tiens, je vais répondre à un journaliste, ou je vais mettre en place un podcast, ou je vais m'occuper de mes réseaux. Parce qu'en fait, ça m'amuse. C'est un amusement. Ça doit se sentir, j'espère, en tout cas sur mes réseaux, que ça m'amuse. Et donc, j'ai pas l'impression de travailler. D'ailleurs, j'ai rarement l'impression de travailler, à part quand je fais ma compta, en fait. Oui, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, à part les comptables. Ouais, je sais pas s'ils kiffent à ce point leur truc, mais ouais, non, quand on fait un métier comme le nôtre, franchement, c'est top, t'as pas l'impression de bosser, du coup, c'est vraiment génial. Bon, ça nous amène sur le dernier segment du podcast où je vais te poser les questions habituelles que je pose à tous les invités. Yes. Je vais démarrer par une question qui serait de si tu avais... Alors, si tu devenais... excuse-moi, je vais y arriver. Si tu devais revenir à tes débuts, en fait, quand tu t'es lancé et quand tu as fait tes premiers stages et que tu pouvais te souffler un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Écoute personne et crois en toi. Mais vraiment, écoute personne. Parce que les gens autour de moi me faisaient douter. Personne ne croyait en ce métier, mes proches, personne n'y croyait en fait. Et donc, ils ont failli me faire
faire douter, ils ont failli me faire arrêter, hein, mais du coup, si je pouvais parler à moi-même de mes 22 ans, je dirais, tu vas y arriver et crois en toi, en fait, parce que c'est un super métier. Oui, puis c'est les mêmes qui doivent te féliciter aujourd'hui, Bien j'imagine, qui sûr. sont au fond. Ouais. Bah, mon meilleur ami, il sait qu'il était nul pour ça dans le soutien, et aujourd'hui, quelquefois, il dit, oh, je suis vraiment désolée de pas avoir cru. C'est vraiment dingue. Maintenant, quand je vois ça, j'ai un peu honte, oui, voilà, et un peu honte. Est-ce qu'il y a un objet, une application, quelque chose dont tu te sers au quotidien et qui te permet de mieux gérer ton activité, à part Siri, puisqu'on a compris que Siri, apparemment, Mais c'est très important. c'était ton compagnon, D'ailleurs, c'est le compagnon de tes journées. J'ai mis une voix d'homme pour avoir l'impression. Je trouvais ça plus cool que ce soit un homme, mon assistant. Qu'est-ce qui est primordial dans mon quotidien? Eh ben, petit bambou, tu vois, de la méditation, puisque je suis montée D'accord. sur ressort et sur pile, et que je fais 10 000 trucs à la fois, et ben du coup, petit bambou me permet le soir on se déconnecte, on inspire par le nez, on Attends, expire par la bouche. tu fais ça le soir alors, du coup, Ouais, comme ça me déconnecte de ma journée. avant de t'endormir C'est ou ça. juste après ta journée Non, parce qu'en fait, clairement, ouais, la journée de travail s'arrête jamais, en fait, je crois, parce que, comme je te disais, souvent le soir, je bouine un petit peu sur ma communication. Donc, non, c'est vraiment avant de dormir tous les soirs, hop, petite méditation. Et en tout cas, j'essaye de faire tous les soirs, et c'est mon allié pour pouvoir se dormir déjà et arrêter de penser à mes mariés et au mariage, et pour recommencer la journée le matin en pleine forme. Et puis après, il y a le sport aussi qui est important, mais la méditation, ça a vraiment été un apprentissage vers mes 26-27 ans, de comprendre à gérer et à canaliser cette énergie que j'ai en moi, quelquefois un peu fatigante. bah, surtout en plus quand on a plein de choses dans la tête, c'est très compliqué de méditer. Enfin, et c'est aussi compliqué de tenir sur la durée, puisque c'est peut-être facile au début, mais après pour Ah, faire ça c'est tous les hyper dur, jours, on a hein. un peu l'impression que c'est une perte de temps, Non, c'est hyper surtout dur. quand on a plein de choses à Ouais, faire. ouais. Donc, C'est hyper ouais. dur la méditation, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est très facile, mais comme tu dis, c'est très très difficile, c'est très très difficile de s'y coller. Mais en fait, quand on se rend compte que le sommeil est tellement meilleur quand on médite, bah, du coup, moi j'ai vu l'intérêt là, le sommeil profond et la déconnexion. Donc, ouais, la méditation, ça a été quelque chose. C'est une belle découverte, alors qu'avant, je me foutais clairement de la gueule de ma meilleure amie qui méditait tout le temps. Je me foutais d'elle, comme d'ailleurs mon conjoint se moque de moi quand il m'entend inspirer par le nez, expirer par la bouche. Mais en fait, c'est un vrai intérêt. Donc, comme quoi, tu vois, vieillir nous permet d'apprendre des choses et de devenir un peu plus sage, peut-être. En parlant de sagesse, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent, que ce soit, enfin ça peut être n'importe qui, hein, ou des citations, peut-être que tu te dis assez régulièrement, pour te donner encore plus d'énergie, pour te motiver. Bah, moi, en fait, les personnes qui m'inspirent, c'est plutôt les femmes qui ont marqué l'histoire, comme Frida Kahlo, comme Meryl Streep, qui nous marque aussi, qui marque une génération, qui marque plusieurs générations. Des femmes fortes qui nous montrent la voie, qui sont aussi à Kamala Harris aujourd'hui, qui est une femme incroyable, qui est quand même première colistière femme américaine et en plus de couleur. En fait, ces femmes, elles nous permettent d'avoir ouvert cette voie et d'aujourd'hui être entrepreneuses de façon assez naturelle. Mais il y a 50 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir une carrière comme la nôtre sans jugement. Donc moi, c'est plutôt des femmes comme ça qui m'inspirent, des féministes. Et féministes, c'est pas un gros mot. Féministe, c'est la recherche d'égalité homme-femme. Du coup, j'en profite pour le dire. Il y en a beaucoup qui disent féminisme, mon Dieu, gros mot. Et puis c'est femme, c'est féminin et tout ça. Donc déjà, le féminisme, c'est la recherche de l'égalité homme-femme. C'est avancer ensemble, main dans la main. Donc voilà, c'est plutôt des femmes comme ça qui m'inspirent. Et Frida Kahlo, ouais, je l'adore. Je lis tous ses livres. Elle m'impressionne, ce petit bout de femme. Et on se dit qu'à côté, chaque jour, ce qu'on fait, c'est pas grand-chose en fait. Comment est-ce que tu vois ton activité ces prochaines années? C'est quoi tes prochains objectifs? Même si là, on a vu que tu en avais déjà fait pas mal en 8 ans. Comment est-ce que tu dois, enfin, où tu dois sinon, si tu dois toujours à Lyon ou peut-être ailleurs en France ou dans le monde? Non, je crois que moi je suis une Française. En fait, j'aurais pensé quand j'étais plus jeune être wedding planner à New York, tu vois, c'était ce que je me disais quand j'avais 20 ans. Et en fait, j'adore voyager, mais j'adore rentrer en France. Du coup, je m'en suis rendu compte avec les années. Donc, du coup, non, je serai toujours en France, mais en revanche, d'idées, dans quelques années, moi, j'aimerais vraiment passer l'Atlantique. C'est vraiment, en fait, pour moi, le jour où je passe l'Atlantique, où j'ai un d'idée à Montréal, un d'idée à New York, un d'idée aux États-Unis, enfin, un d'idée au passage de l'Atlantique, je me dirais qu'en fait, j'ai rendu aussi un petit peu ce métier là où il est né, entre guillemets, et que je participe avec cette petite marque française à ce qui se passe ailleurs, et je trouverais ça vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, on va dire, le plus fou. Mais je me dis que tout ce que j'ai fait déjà me paraissait tellement fou il y a quelques années que
faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Je crois que c'est ça l'expression. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Exactement. Bon, bah écoute, on est arrivé à la fin de ce podcast. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. On aura appris plein de choses Et bah, par rapport à la franchise. tant mieux. Je pense que tous nos auditeurs et nos auditrices, et en particulier ceux qui éventuellement voulaient te rejoindre, en sauront un petit peu plus sur ta marque. C'était cool, Benjamin. En tout cas, moi, j'ai apprécié papoter. Et comme je t'avais dit, t'as vu, je suis bavarde. Oui, bah c'est vrai que j'ai pas eu grand-chose à faire, donc tu m'as facilité les choses, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, dernière chose, où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne Ah, bah, sur s'ils beaucoup veulent? d'endroits. En fonction de l'âge. Je rigole. Non, mais il y a évidemment Instagram, c'est là où je suis le plus présente tous les jours, toutes les heures, tous les instants. Donc sur Instagram, mon compte c'est D-Day Wedding Planner tout attaché. Et si on veut voir les filles des régions, c'est D-Day Wedding Planner Aquitaine, D-Day Wedding Planner Nantes. Enfin bref, le D-Day Wedding Planner est la région derrière. On est toujours sur Facebook parce que c'est historique et qu'il y en a encore qui nous suivent sur Facebook. Donc D-Day Wedding Planner sur Facebook. On est aussi maintenant sur TikTok et je m'amuse beaucoup avec TikTok là, depuis un an. On fait des vidéos un peu plus drôles. C'est vraiment très cool. Donc, D-Day Wedding Planner tout accroché sur TikTok. On est évidemment sur LinkedIn. On est sur YouTube. YouTube, c'est hyper important comme projet chez D-Day. On fait des... Enfin, je tourne des vidéos YouTube tous les mois où je donne des conseils, des astuces pour l'organisation de mariage. Je raconte les conneries qui nous est arrivé. Là, tu vois, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était les anecdotes de mariage de 2020. Où je raconte qu'il y a eu une énorme bourrasque de vent, qui a levé ma robe, qu'il y a eu les chaises sur un mariage qui sont arrivées avec tellement de retard qu'on a couru partout mais personne n'a rien vu. Enfin, voilà, je raconte ce qui se passe vraiment dans les mariages. En fait, en gros, je lève le voile du mystère du mariage. Et donc voilà, c'est la chaîne Agence D-Day, du coup, sur YouTube, où je raconte ma life depuis 4 ans de wedding planner et j'essaie de donner des astuces aussi pour les mariés qui n'ont pas les moyens de prendre une wedding planner. Ben, ils suivent cette chaîne et normalement, ils ont assez d'infos pour essayer de se débrouiller tout seuls. Donc voilà. Bon, bah ça fait pas mal d'endroits, je pense qu'on n'aura pas de mal à te trouver, ça c'est sûr. Mais si on me cherche, on trouve. Bon, super. Bah, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, Benjamin. Plein de nouvelles franchises un peu partout. Ouais. Et puis, au plaisir de se reparler ici ou ailleurs. Et bah ça marche. Merci beaucoup, Benjamin, pour l'invitation. Et puis, du coup, belle journée et bon courage pour le montage. Merci. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.